Le Mexique est célébré pour sa riche culture, ses traditions, son histoire, ses paysages et sa cuisine. Son économie est estimée à environ 1,7 billion, ce qui en fait la 12e plus grande au monde, juste au-dessus de l'Australie et de la Corée du Sud. Cependant, la prospérité du Mexique est inégalement répartie. Certaines régions sont beaucoup plus riches que d'autres. Par exemple, dans la péninsule du Yucatan, Campeche a des normes de vie comparables à celles de la France, tandis que le Chiapas voisin a un produit intérieur brut par habitant similaire à celui du Bangladesh. Bien qu'ils ne soient séparés que de 430 km, ces deux zones semblent être à des mondes de distance. Ce genre d'inégalité est observé à travers tout le pays. La richesse ne se répartit pas équitablement au Mexique, et cela a toujours été le cas. Et tout au long de son histoire, cette disparité a alimenté les troubles sociaux, les révolutions et même l'effondrement. Aujourd'hui, un Mexicain sur 3 vit toujours dans la pauvreté. Cependant, les législateurs cherchent à corriger les choses. Le Mexique a les ingrédients clés pour une croissance durable. Il est accessible par la mer depuis l'Europe et l'Asie et il partage une frontière terrestre avec les États-Unis où il a une zone de libre-échange commune. Maintenant, le gouvernement vise à capitaliser sur ces caractéristiques en améliorant l'infrastructure, en augmentant la compétitivité et en transformant le Mexique en une économie avancée. Les résultats affluent déjà. En 2023, le Mexique s'est classé parmi les économies à la croissance la plus rapide du G20. À travers le pays, de nouveaux chemins de fer, autoroutes, ports maritimes, aéroports, zones industrielles et zones économiques sont en construction. Le Mexique investit des dizaines de milliards de dollars pour établir de nouvelles chaînes d'approvisionnement, exploitant sa géographie pour s'emparer d'une part de l'industrie mondiale de l'expédition qui vaut plusieurs billions de dollars. C'est un pari risqué et il y a beaucoup de choses qui pourraient mal tourner, mais le progrès avance et il avance mieux sur des routes pavées. Imaginez un raccourci d'océan à océan si puissant qu'il peut rivaliser avec le canal de Panama. C'est précisément ce qui se passe à l'isthme de Tehuantepec, la bande de terre la plus étroite et la moins montagneuse du Mexique. Ici, le gouvernement développe un immense corridor de chemins de fer, d'autoroutes et de ports pour relier le port du Pacifique de Salina Cruz à Oaxaca avec Coatzacoalcos sur la côte du Golfe à Veracruz. S'étendant sur plus de 300 km, le corridor de Tehuantepec a un coût de 7 milliards 500 millions. Le chemin de fer lui-même prendrait moins d'une journée à traverser, réduisant le voyage de l'Atlantique au Pacifique d'environ 12 000 km. Aussi impressionnant que cela puisse paraître, ce n'est pas la première tentative du Mexique pour un corridor interocéanique. Présenté pour la première fois en 1907, le chemin de fer interocéanique, comme on l'appelait à l'époque, reliait l'État d'Oaxaca sur le Pacifique à la côte atlantique de Veracruz. Ce fut un succès immédiat. Les commerçants mondiaux l'ont utilisé, stimulant le commerce et offrant au Mexique une nouvelle source de revenus précieuse. Malheureusement, une révolution a éclaté quelques années plus tard. Le chemin de fer a été militarisé puis s'est progressivement effondré par manque d'entretien. Pour clore définitivement le chapitre, les Américains ont ouvert le canal de Panama en 1914 et c'était la fin de l'expérience mexicaine. Le canal de Panama fait déjà tout ce que le corridor de Tehuantepec vise à faire et plus encore. Mais beaucoup de choses ont changé depuis le XXe siècle. Le commerce vers le Pacifique surpasse maintenant celui de l'Atlantique, boosté par les exportations de Chine, du Japon et de Corée du Sud et la forte demande nord-américaine. Les chaînes d'approvisionnement mondiales ont complètement changé, les navires sont plus grands, les coûts d'assurance sont plus élevés et les files d'attente sont plus longues que jamais. Ce qui rend le corridor Tehuantepec viable maintenant, c'est le fait que le canal de Panama n'est plus aussi fiable qu'il l'était autrefois. Les niveaux d'eau dans le lac Gatun à proximité sont à des niveaux records, perturbant les opérations du canal. Cela a conduit à de longues files d'attente, certains navires attendant jusqu'à 2 semaines en mer.
Alternativement, les navires peuvent payer des millions pour sauter la file d'attente, mais cela compromet la rentabilité du canal de Panama en tant que raccourci. Cela rend alors le corridor de Tehuantepec une alternative viable, en particulier pour les navires voyageant de Shanghai à New York, qui est l'une des routes les plus courantes dans le commerce sino-américain. Cela dit, le corridor de Tehuantepec ne sera pas réellement plus rapide que le canal de Panama. Alors qu'il faut 8 à 10 heures pour traverser le canal de Panama, le passage par le corridor de Tehuantepec en train prendrait environ 6 à 7 heures. Cependant, en tenant compte du temps nécessaire pour charger et décharger des milliers de conteneurs entre les navires et les trains, le voyage pourrait s'étendre à 15 heures. Donc ce n'est pas vraiment plus rapide. Néanmoins, 15 heures par rail battent l'attente en mer jusqu'à 2 semaines. Le corridor de Tehuantepec a officiellement ouvert aux trains de passagers en août 2023, bien que les travaux soient toujours en plein essor pour rénover les ports aux deux extrémités du chemin de fer. En termes de capacité, le corridor ne pouvait gérer qu'environ 5% du commerce du canal de Panama. Un début modeste, mais cette part peut augmenter à mesure que l'infrastructure s'améliore et que de nouvelles technologies émergent. Même ainsi, le canal de Panama reste le moyen le plus efficace de transporter des marchandises d'un océan à l'autre. Le corridor de Tehuantepec pourrait donc compléter le canal de Panama, mais pas le remplacer. Vous souvenez-vous de cette route de Shanghai à New York? La Maison-Blanche cherche à réduire sa capacité et son importance. Depuis 2016, les États-Unis ont commencé à découpler leur économie de celle de la Chine. Les entreprises sont encouragées à desserrer les liens et à rapprocher leurs opérations de chez elles. Cela s'appelle le nearshoring, et cela implique de délocaliser les chaînes d'approvisionnement des entreprises basées aux États-Unis vers soit les États-Unis, soit un pays proche. Le Mexique a beaucoup à gagner de ce changement. Il partage une frontière de 3145 km de long avec le États-Unis, parsemé de 50 passages frontaliers à travers 3 fuseaux horaires. Sans surprise, les relations commerciales entre les deux sont assez fortes, bénéficiant particulièrement au Mexique. Depuis son adhésion à l'accord de libre-échange nord-américain en 1994, le Mexique a orienté son économie de l'agriculture et du pétrole pour se concentrer davantage sur les biens manufacturés à forte intensité de main-d'œuvre. L'excédent commercial généré par l'accord de libre-échange nord-américain a fait passer les réserves de change du Mexique de 6 milliards 400 millions en 1994 à 214 milliards en 2023. Cela a eu des effets d'entraînement sur l'économie. Les avantages liés à l'emploi se sont considérablement améliorés et de nouveaux secteurs nécessitant des niveaux de compétences plus élevés que les emplois agricoles traditionnels ou peu qualifiés ont émergé. Avec la multiplication des emplois qualifiés, les employés sont incités à rechercher une éducation et une formation supérieure. Ainsi, la main-d'œuvre mexicaine a constamment progressé en compétences, en échelle et en portée. De nombreuses régions du nord du Mexique, près de la frontière, sont devenues des centres de fabrication pour les États-Unis. Cette activité économique est même visible sur la carte, le nord du Mexique montrant une activité économique nettement plus importante que les régions centrales et méridionales. C'est assez remarquable, mais cette même carte met également en évidence un problème majeur, la disparité de richesse. Par exemple, Nuevo León a des niveaux de vie similaires à certains pays européens, tandis que Zacatecas, à seulement 400 km au sud-ouest, a un produit intérieur brut à parité de pouvoir d'achat par habitant qui est au moins 2 fois plus bas. La disparité de richesse a toujours été un problème au Mexique. Des gouvernements entiers se sont effondrés à cause de cela, que ce soit par une révolution violente ou des élections démocratiques. Même maintenant, le Mexique a le 2e niveau le plus élevé d'inégalité de revenus dans l'Organisation de coopération et de développement économique. Le nearshoring offre une solution potentielle pour aider à réduire cet écart. Pour les chaînes d'approvisionnement entre l'Asie de l'Est et la moitié est des États-Unis, le Mexique présente une opportunité unique. Vous voyez, le long des rives du corridor de Tehuantepec, il y a des projets de construction de plusieurs plateformes logistiques.
Cela signifie que pendant que les navires de marchandises accostent et déchargent les conteneurs sur les trains, certaines marchandises pourraient s'arrêter dans les installations mexicaines pour une transformation supplémentaire avant d'être rechargées pour continuer leur voyage vers la côte opposée. Jusqu'à présent, 10 parcs industriels ont été commandés. Ces derniers accueilleront des installations de fabrication pour les industries électriques, électroniques, automobiles, de pièces automobiles, de transport, pharmaceutiques et pétrochimiques. Cela signifie que les entreprises produisant des pièces détachées pour smartphones, ordinateurs et voitures pourraient se délocaliser vers les parcs industriels du Mexique et fabriquer les mêmes articles, mais le faire plus près du marché américain. La Chine conserverait toujours des avantages clés en matière d'ingénierie, mais son produit intérieur brut par habitant est similaire à celui du Mexique, ce qui signifie que les coûts de main-d'œuvre seraient à peu près les mêmes au Mexique qu'en Chine. Si même une fraction des secteurs électroniques, automobiles, pharmaceutiques ou des industries de semi-conducteurs se déplacent vers le Mexique, cela pourrait grandement stimuler l'économie. Le Mexique pourrait gagner des milliards de dollars grâce au commerce et aux péages. En déplaçant la production, le nearshoring pourrait également réduire l'influence de la Chine tout en renforçant la stabilité au Mexique, deux objectifs qui résonnent fortement auprès des législateurs américains. Les entreprises mondiales sont attirées par la délocalisation de leur production au Mexique, notamment en raison des réductions fiscales substantielles. Tesla, Unilever, Bombardier, Dell et BYD ont tous annoncé des plans pour ouvrir des installations là-bas. Les affaires vont bien. Au premier semestre de 2024, l'investissement étranger a atteint un record de 31 milliards de dollars. Pendant ce temps, en février 2024, le Mexique a dépassé la Chine pour devenir le premier fournisseur de biens aux États-Unis. Les effets d'ondulation qui en résultent parlent d'eux-mêmes. L'Oaxaca connaît une forte croissance économique régionale, avec de nombreux parcs industriels en construction. En 2023, son économie a augmenté de manière impressionnante de 8,2%. Le nearshoring fonctionne, et il fonctionne non seulement pour les entreprises américaines, mais aussi pour les entreprises chinoises et européennes. Les nouveaux projets de loi américains exigent qu'un certain pourcentage de biens soient fabriqués en Amérique du Nord pour être exempts de tarifs douaniers. Par exemple, une voiture doit être fabriquée à au moins 75% en Amérique du Nord pour être exemptée de tarifs douaniers aux États-Unis. C'est pourquoi la société chinoise de voitures électriques BYD prévoit de mettre en place des usines d'assemblage au Mexique et d'obtenir cette étiquette Made in Mexico afin que ces voitures puissent contourner les tarifs douaniers. De même, plus les États-Unis imposent de tarifs, plus le Mexique devient attrayant pour le nearshoring. Le Mexique se distingue donc comme le grand gagnant de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et cela peut continuer. Le gouvernement mexicain estime que ces parcs industriels attireront environ 50 milliards de dollars d'investissements privés d'ici 2050 et créeront jusqu'à 550 000 emplois locaux. Cette croissance aidera à répartir la richesse de manière plus équitable à travers le pays. Les régions par lesquelles passe le corridor de Tehuantepec, Oaxaca et Veracruz sont parmi les plus pauvres du Mexique, tout comme leurs environs. Les opportunités économiques sont peu fréquentes. Ainsi, en transformant cette zone en un pôle logistique et de fabrication, le gouvernement vise à créer des emplois, stimuler les industries locales et attirer des investisseurs étrangers, en particulier dans des secteurs comme l'automobile, l'électronique et les biens de consommation. Cependant, de nombreux inconvénients subsistent et beaucoup d'entre eux sont valides. Le succès du corridor dépend de la coordination du gouvernement mexicain à travers les administrations fédérales, étatiques et locales. Historiquement, le Mexique a toujours eu du mal avec une telle centralisation de l'autorité, ce qui n'est pas aussi simple que cela en a l'air. Par exemple, comme le corridor traverse des écosystèmes et des communautés locales, des groupes indigènes et des organisations environnementales pourraient élever des objections. De plus, le Mexique n'est pas exactement l'endroit le plus sûr pour les affaires. Si le crime organisé ou l'instabilité politique menacent l'infrastructure du corridor, la confiance des investisseurs pourrait s'effondrer.
Cela donne alors aux cartels locaux et aux militants marginaux un pouvoir de négociation considérable dans leurs relations avec l'État. Le Mexique devra donc contrôler cette situation d'une façon ou d'une autre. Si elle ne parvient pas à le faire, son couloir pourrait faire l'objet d'un examen minutieux. En 2023, le gouvernement a fait exactement cela. Jusqu'à 1000 soldats ont été déployés à des endroits clés pour sécuriser un tronçon de vieilles voies ferrées appartenant à une entreprise privée. La sécurité est donc essentielle au succès du corridor. Enfin, le Mexique fait face aux mêmes complications que les autres destinations de délocalisation proches, à savoir une tarification exagérée. Selon la Chambre mexicaine de l'industrie de la construction, lorsque Tesla a annoncé des plans pour une usine à Nuevo León, les prix locaux du ciment et de l'acier renforcé ont augmenté de 25%. Pendant ce temps, les prix de l'immobilier à proximité ont grimpé et le salaire minimum local a augmenté jusqu'à 20%, rendant la main-d'œuvre plus coûteuse. Si ces tendances se poursuivent, le Mexique pourrait risquer de se tarifer et de dissuader les entreprises de s'installer. Pourtant, malgré les risques, les centres logistiques et de fabrication du Mexique pourraient bien être rentables. Dans les zones sous-développées, une reprise de l'activité économique pourrait apporter des opportunités d'emploi, de croissance et de prospérité. La pauvreté diminuerait et une économie régionale plus équilibrée pourrait émerger. Devenir la prochaine grande chose peut prendre du temps à se concrétiser, mais parfois la meilleure façon de gérer les problèmes est de devenir riche.